Et je voudrais remercier Éric Ciotti d'être avec nous dans les studios d'Europe 1 en direct, le président de l'Union des droites pour la République, député des Alpes-Maritimes. Bonjour Éric Ciotti, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Merci d'être là. Bon, il se passe plein de choses. Ça n'arrête pas là. Vous êtes content, vous n'êtes pas content en ce moment? Comment vous êtes? Quel est votre mood déjà après tout ce qui se passe? Écoutez, moi je suis content d'avoir fait le choix de l'Alliance des droites au mois de juin dernier. C'était une rupture. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, ce spectacle un peu de confusion généralisée, me conforte dans ce choix. On n'a pas gagné, malgré 11 millions de voix, ce qui place notre alliance, celle de l'UDR que je préside, celle du Rassemblement national de Jordan Bardella et Marine Le Pen, très largement en tête. Mais on n'a pas gagné parce que tous les autres se sont alliés, de certains de mes anciens amis de LR jusqu'à LFI. Moi je regarde quand même aujourd'hui, c'est pour ça que je me dis je suis à l'aise avec mes convictions, parce que qu'est-ce que font des gens avec lesquels j'ai milité dans cette alliance contre nature? C'est extrêmement choquant, et je crois que plus le temps va passer, plus on regardera de façon très sévère ceux qui ont appelé à voter LFI, comme Gabriel Attal quand même. Il a dit que ce n'était pas un problème de voter LFI. Ceux qui ont bénéficié des retraits de la gauche, des macronistes. Cette alliance, finalement, qui n'avait qu'un objectif, empêcher que la droite gouverne, qu'il y ait un vrai changement. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une espèce de gouvernement sans cap, sans direction, on verra bien, qui va allier des socialistes, des républicains, des macronistes, qui est quand même sous la domination de M. Macron, très clairement. Et ce gouvernement, je lui laisse le bénéfice du doute. Moi, je souhaite... Vous connaissez bien Michel Barnier? Oui, je le connais très très bien. C'était la présidence de LR, c'était mon conseiller diplomatique. Donc, on a travaillé ensemble. C'est quelqu'un qui a un long parcours dans la vie politique française, qui est respectable, mais il est prisonnier d'un système. Il est prisonnier d'une alliance. Quand je vois aujourd'hui qu'il a reçu, vendredi dernier, Madame Tondelier, qui est une des quatre... actrice du nouveau Front populaire, qu'il reçoit aujourd'hui les communistes, quand même, avec tout ce que ça représente, et que pas un message pour les formations qui ont eu 11 millions de voix. Je me dis qu'il est prisonnier de ce système stupide, de ce système qui méprise tant de Français, qui les insulte, qui les considère comme des parias, et que tout ça, malheureusement, ne pourra donner rien de bon. Alors, justement, Éric Ciotti, est-ce que vous regrettez, parce que, mine de rien, on le voit, les Républicains, ce sont quand même pour l'instant, sont quand même les grands gagnants de ces élections législatives. On pensait que c'était les derniers, mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont, mine de rien, au pouvoir. Est-ce que vous regrettez votre alliance avec Marine Le Pen et Jordan Bardella? On en parlait il y a quelques jours ici, on disait, si Éric Ciotti serait resté chez les LR, il aurait été très certainement ministre de l'Intérieur. Pas une seconde, je ne le regrette. Et au contraire, c'est pour moi une fierté d'avoir brisé ce mur, ce pseudo-front républicain, d'une stupidité absolue, d'un mépris total pour tellement de Français. Gouverner dans ce contexte, non, je n'en ai aucune envie. Gouverner avec qui? Avec des socialistes? Peut-être avec des communistes, gouverner avec M. Macron. Pour l'instant, il n'y en a pas. On verra. Je ne sais pas, vous avez peut-être des confidences sur le gouvernement. Non. Moi, j'en ai pas. Nous verrons qui sera nommé. Je vois qui est consulté. Ça traduit que peut-être on fait des demandes à ces formations politiques. En tout cas, nous, très clairement, nous sommes, je dirais, dans le même cap pour l'alliance des droites, pour le redressement du pays. Et donc, pour répondre à votre question, en toute sincérité, moi, je suis très à l'aise. J'ai le sentiment d'être fidèle à mes valeurs, à mes convictions, et pas d'être dans une forme de compromission. Alors, Olivier d'Artigol. J'entends, Éric Ciotti, ce que vous dites sur le Front républicain et sa stupidité. Mais les électrices et les électeurs, les Français, au second tour de l'élection législative, avaient la possibilité de doter l'alliance que vous formez avec le Rassemblement national d'une majorité relative forte ou même d'une majorité absolue. Ils avaient le bulletin de vote à portée de main, avec à côté le bulletin du Front républicain. C'est quand même les Français et le suffrage universel qui ont décidé de cette situation politique. C'est aussi les appareils, ce sont aussi les appareils politiques, parce qu'il y a eu le retrait.
j'entends tout ça. Il y a eu 250, mais ils avaient la possibilité. 250 retraits. Oui, mais ils avaient la possibilité ou pas de le faire? Ils avaient la possibilité, ils ne l'ont pas fait. Mais on n'était pas dans un choix binaire. Dans certaines circonscriptions, il y avait des macronistes face au Rassemblement national, la gauche a voté pour eux. Dans d'autres, il y avait des LFistes, je ne sais pas comment les appeler, les macronistes ont voté pour eux. Donc, on était dans un choix biaisé, où toutes les formations politiques n'étaient pas représentées. Et je crois que les Français ont aussi été abusés. Moi, je suis persuadé que si les sondages avaient donné la réalité du résultat, c'est-à-dire que le nouveau Front populaire avait le plus de députés élus, je pense que le vote aurait été totalement différent. On a minoré le danger volontairement. Et le système, les médias n'ont cessé de dire majorité absolue relative très forte pour le RN, absolument. ou majorité absolue. Donc, est-ce que vous avez fait des erreurs, vous, dans cette campagne ou pas? Quand on ne gagne pas, c'est qu'il y a forcément des points qui peuvent être améliorés. Et nous y travaillons, mais je suis persuadé que les élections législatives, si elles avaient lieu dimanche, on ne refait pas l'histoire, donc c'est un débat un peu stérile, mais si elles avaient lieu dimanche, les Français, ils auraient une crainte, c'est voir que le nouveau Front populaire arrive à nouveau en tête. Et je pense que le barrage, il serait là. Et le meilleur barrage contre le nouveau Front populaire, c'est naturellement l'Alliance des droites. Parce que, quelle hypocrisie quand même. Quand je vois certains qui ont dit « danger absolu du nouveau Front populaire », après l'élection, et qui ont bénéficié de leur voix. C'est vrai. Ou qui ont même appelé, ont même appelé à voter pour le nouveau Front populaire. Ça veut dire que les Français, ils ont été trompés, ils ont été abusés. Donc il y a quelque part aussi de cette manipulation dans une élection où le second tour a été très différent du premier. Au premier, nous sommes arrivés très largement en tête. Nous arrivons en nombre de voix également, mais ce scrutin à 2 tours, avec des retraits un peu contre nature, il y a eu des retraits dans des circonscriptions de membres éminents des Républicains. La candidate du nouveau Front populaire s'est retirée au profit de M. Wauquiez. La candidate LFiste s'est retirée au profit de Mme Genevard. Le candidat NFP s'est retiré au profit de Mme Tabarot dans sa circonscription. Et tout cela n'avait pas de candidat de la Macronie au premier tour. Donc, moi, on peut me reprocher plein de choses. Je les assume. Et quelque part, j'en suis fier. Mais en tout cas, mon alliance, elle a été publique. Elle a été devant des millions de Français aux 13h de TF1. D'autres ont fait une alliance, des alliances, sans dire leur nom. Une alliance avec M. Macron. Finalement, ils ont fait la même analyse que moi, en disant qu'au scrutin majoritaire, quand on est tout petit, ce qui était le cas de LR, trop faible, il faut s'allier, s'arrimer à un gros bloc. Moi, j'ai voulu cette alliance des droites. Eux, ils ont fait une alliance au premier tour avec la Macronie et au deuxième avec le nouveau Front populaire. Et aujourd'hui, ils sont prisonniers de ce système. C'est pour ça que je redoute que rien ne sorte de bon de ce gouvernement, parce qu'au mieux, il sera impuissant et immobile pour faire de peine à personne. C'est la logique du Front républicain. Depuis 40 ans, M. Mitterrand a créé ce Front républicain. Il a créé ce Front républicain pour casser la droite. Et il a créé le Front républicain pour qu'il n'y ait pas une politique de droite. Parce que quand la droite est au pouvoir, c'est une fausse droite. Elle est timorée. Et on a besoin aujourd'hui, compte tenu du urgence du pays, d'une droite qui a un peu de caractère. Quoi. Justement, Éric Ciotti, la droite au pouvoir. Pas dire autre chose. La droite au pouvoir, on a eu une info aujourd'hui qui est tombée, Gauthier Lebret, et la droite au pouvoir, on n'a pas l'impression qu'elle est au pouvoir. Oui, on s'attendait à des mesures fortes sur la sécurité, sur la lutte contre l'immigration illégale, et la première mesure concrète du nouveau Premier ministre Michel Barnier, qui fuite dans la presse grâce à Gérald Darmanin, c'est une hausse des impôts sur les entreprises profitables et les ménages les plus aisés. Éric Ciotti, Michel Barnier augmente les impôts, vous le censurez ou pas? Nous verrons bien si cette information est vérifiée. Moi, Matignon a confirmé. Le porte-parole de M. Barnier étant M. Darmanin, il faut prendre tout cela avec un peu de réserve. Oui, mais alors ça a été confirmé par Matignon. Si c'est confirmé, et si ça se traduit dans le projet de loi de finances, personnellement,
je m'y opposerai de toutes mes forces et par tous les moyens. Donc la censure. Je le dis clairement. Mais voilà, c'est la position de Jordan Bardella et Marine Le Pen aussi. Non, je ne parle pas pour D'accord. eux. Et je n'ai pas parlé de censure à ce stade. Nous évaluerons ensemble la situation. Ce que je dis, c'est la démonstration de l'analyse que je vous faisais il y a quelques secondes. C'est que ce gouvernement, il sera prisonnier de ses alliances. Il hérite d'une situation catastrophique, le bilan de M. Macron, plus de dettes, plus de déficit, plus d'immigration, plus d'insécurité. Et il est nommé par M. Macron. Quand vous voyez que le directeur de cabinet de Michel Barnier et M. Fournel, qui était le directeur de cabinet de Bruno Le Maire, l'homme des 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, l'homme de la dette, l'homme des déficits, et que ce monsieur Fournel, qui est sans doute un fonctionnaire respectable, que je connais par ailleurs, est l'intime de monsieur Koller, le secrétaire général de l'Élysée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur Macron a nommé le directeur de cabinet de monsieur Barnier, et qui est un homme beaucoup plus important que n'importe quel ministre. La réalité, elle est là. Il sera inconnu du grand public, mais dans une équipe gouvernementale, le pivot de l'organisation de cette équipe gouvernementale, du gouvernement, c'est le directeur de cabinet du Premier ministre. Eh bien, le directeur de cabinet du Premier ministre, il a été nommé, désigné, en tout cas en catimini, par monsieur Macron. Donc, on voit bien, mais cette hausse des impôts, quand même, comment alors que nous sommes le pays au monde qui, chaque année, Cyril, gagne à la Coupe du Monde des impôts. Je viens de le dire. La France... Vous étiez là? Je l'ai dit il y a 10 minutes. La France, chaque année, et depuis de nombreuses années, en tout cas depuis que M. Macron est président de la République, non, même avant. Et avec M. Hollande également, peut-être même avant aussi, C'était qui? C'était M. Sarkozy, mais on en parlera j'ai dans un dit instant. des choses et on en parlera. Oui. Systématiquement, on a les prélèvements obligatoires les plus hauts. 46% de notre richesse nationale, même 48% selon Eurostat. Ça veut dire que la moitié de ce qu'on produit est prélevé par des impôts. C'est un handicap considérable. Pourquoi? Parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Parce qu'une partie de leur revenu est prélevée pour l'État, pour dépenser, et ça pèse sur les entreprises qui, dans la compétition internationale, ont plus d'impôts et de charges, c'est-à-dire qu'ils courent un 100 mètres avec des boulets aux pieds. Donc c'est un drame, ces prélèvements obligatoires. C'est ça qui nous handicape. Et on a parallèlement, et c'est totalement lié, les dépenses publiques les plus élevées. La logique voudrait, surtout quand on est de droite, de dire on s'attaque aux dépenses publiques, on réforme l'État. Il y a un récent rapport du gouverneur de la Banque de France qui dit on peut faire 80 milliards d'euros d'économies si on administre mieux le pays. On peut réformer les collectivités locales. Il y a plein de bazars qui servent à rien, des agences, des machins. Pourquoi ils ne le font pas, les autres? Parce qu'il n'y a pas le courage, il n'y a pas la volonté, parce qu'il n'y a pas la réforme. Nous, on l'aurait fait si on avait eu la majorité absolue, avec le soutien fort d'une majorité à l'Assemblée. Là, la coalition, elle va plaider sur des mesures qui sont contraires à l'intérêt général. Mais dire qu'on va augmenter les impôts à nouveau, une fois de plus, c'est une paresse intellectuelle totale. Au lieu de s'attaquer à la baisse des dépenses, parce qu'on gaspille de l'argent public en permanence. Bonjour l'équipe et bonjour Monsieur Ciotti. Bonjour. Merci d'être avec nous, Kevin. Vous avez 23 ans, vous habitez où? En Loire-Atlantique, du côté de Nantes. Encore? J'ai eu un Nantais tout à l'heure. Oui, je suis le même Kevin qu'il y a quelques jours. Ah non, mais j'en ai eu un tout à l'heure aussi, un autre Nantais. D'accord, la prochaine fois, ce que vous faites, vous vous regroupez, vous m'appelez tous ensemble. Ok les chéris? Non, je rigole. Merci beaucoup, Kevin. Vous avez une question pour Éric Ciotti. Vous faites quoi dans la vie, Kevin? Là, je suis, je viens d'avoir mon master ressources humaines. Bravo. Voilà. À 23 ans, vous avez déjà le master? Oui, c'est l'âge en général, si on n'a pas redoublé. C'est bon, Kevin. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Naïm a eu son master, il avait 46 ans. Donc c'est bon, merci Kevin. Kevin, Éric Ciotti est là, il vous écoute, il est là en direct pour répondre à toutes vos questions. Oui, du coup, j'avais une question pour Monsieur Ciotti. Je voulais savoir quel avenir voit-il à son parti, donc l'UDR. Quelle sera sa relation par rapport au LR? Est-ce qu'il le voit plutôt comme un parti voué à supplanter les LR ou à les absorber? Voilà. Ce parti va remplacer LR. Parce que LR, aujourd'hui, va se diluer dans la Macronie. Très clairement. Donc, l'UDR, c'est le parti qu'avait fondé le général de Gaulle en 67.
c'est un parti qui a cette filiation gaulliste, je suis gaulliste, et c'est un parti qui a une deuxième force, c'est l'union des droites. Donc nous avons une histoire, celle du gaullisme, celle de la continuité de la famille gaulliste qui ne peut pas se dissoudre dans le macronisme. Et donc ma formation politique, eh bien, elle a vocation à être une formation politique de droite, une grande formation politique. On a une vingtaine de parlementaires dans nos 3 assemblées, un groupe à l'Assemblée nationale, des sénateurs, un député européen. Depuis 15 jours que j'ai lancé cette formation, plus de 10 000 adhérents sont arrivés. Et tous les jours, j'ai des élus, et notamment des élus locaux, qui considèrent que le spectacle actuel les invite à adhérer à ma formation politique. Donc elle a naturellement un grand avenir et je vous invite à y adhérer. Merci Kevin d'avoir été avec nous. Ça vous va la réponse ? Oui, ça me va. Je voulais peut-être une autre question, si c'est possible. Alors, Kevin, avec grand plaisir, sur Europe 1, vous voulez poser une autre question. Il faudra juste, je vais vous laisser mon RIB, vous me faites un petit virement. Merci. Non, Kevin, allez-y. Oui, du coup, Monsieur Ciotti, je voulais savoir aussi si vous aviez, par exemple, des noms de grands pontes, on va dire LR, avec qui vous êtes proche, qui pourraient vous rejoindre. Je pense peut-être à Monsieur Bellamy, par exemple. Pour l'instant, je n'annoncerai pas de nom, mais je dirais que le sujet n'est pas là. François-Xavier Bellamy, on a pour beaucoup, pas sur tous les sujets, mais sur beaucoup de sujets, les mêmes convictions. Je regrette que, comme d'autres, il ne m'ait pas suivi, parce que, en ne m'ayant pas suivi, finalement, ils ont favorisé l'arrivée en tête du nouveau Front populaire. C'était ça la seule conséquence du fait qu'on n'a pas porté tous ensemble cette union des droites. Mais voilà, encore une fois, je crois avoir brisé ce tabou. On a ouvert une brèche et, à mon avis, le sens de l'histoire va de ce côté-là. Merci Kevin d'avoir été avec nous sur Europe 1. Une troisième question peut-être, Kevin ? Non, c'est bon. Merci à vous d'avoir accepté mon appel. Merci Kevin d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Et c'est vrai, je suis bien ici. Alors, j'ai une petite info sur le ministère de l'Intérieur, parce que pour moi, c'est pas Retailleau, c'est pas Laurent Wauquiez. Alors, je vous le dis, Gauthier Lebret vient de me dire David Lisnard. Pour moi, c'est non. C'est faux, justement que ça m'avait été démenti par un ministre du gouvernement. Et je pense que ça va se terminer par Laurent Nunez. Ça, c'est vraiment pas bien. Il faudrait qu'on diffuse ce qu'on se dit pendant la pub aussi. Non, mais je le sens comme ça. Moi, je pense qu'il y a une finale Laurent Nunez, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, parce que si c'est Laurent Nunez qui est nommé, ça voudra dire que c'est Emmanuel Macron qui a eu le dernier mot et pas Michel Barnier. Laurent Wauquiez, c'est impossible parce que c'est un tremplin, le ministère de l'Intérieur. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy vers la prochaine élection présidentielle. Moi, j'ai une petite info. J'ai une petite info, mais je vous le dis, hier, a priori, il y a eu un petit accrochage entre Michel Barnier et Emmanuel Macron. Oui. Je vous le savez. Bah, c'est partout dans la presse. Non. Plus que ce que... Oui. Hier, c'était chaud. Ah bon ? Ouais, c'était chaud. Je vous le dis. Donc voilà. Sur le casting, bien sûr, c'est sur le casting. Et notamment sur Beauvau. Avait annoncé qu'il ne gouvernerait pas, qu'il se contenterait de présider, qu'on passait à autre chose. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Mais non, mais donc je vous l'avais dit, Emmanuel Macron ne changera pas. Il ne changera pas. Et il est le grand DRH des jours qui viennent. On ne change totalement d'accord. C'est Céline Dion qui le disait. On ne change pas. Deux questions à vous poser encore, Eric. Notamment Gauthier Lebret qui veut vous titiller un petit peu avec Nicolas Sarkozy. Ce sera tout à l'heure. Pour le moment, on a Fabien Lecoeuf, qui s'est réveillé de sa sieste. Non. C'est fou ça. Il était tranquillement en train de somnoler. Et là, il a vu Eric Ciotti. Il est tout content. J'ai une question plus légère pour l'actualité. Laissez-la pour la fin. Laissez-la pour la fin. Si vous le souhaitez. On terminera par ça. On termine toujours par le meilleur. Donc restez avec nous pour écouter, bien sûr, la question de Fabien Lecoeuf. On se demande ce que c'est. Est-ce que vous avez arrêté l'équitation ? Est-ce que vous aimez les figues de barbarie ? Bon, on verra tout à l'heure. En tout cas, ça m'a l'air bien intéressant, comme d'habitude. Gauthier Lebret. Vous avez eu des mots très forts, très durs, même contre l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Vous avez dit il a échoué, il a empêché la droite de se renouveler. Pourquoi être si sévère avec l'ancien président Éric Ciotti ? D'abord parce que personnellement, j'ai retrouvé une liberté que les appareils politiques dans lesquels j'étais ne m'ont jamais donnée. On est toujours un peu prisonnier d'un système où on ne peut pas dire ce qu'on pense. La politique, malheureusement, c'est souvent ça. Mais aujourd'hui, à la tête de ma formation politique, après avoir fait ce que j'ai fait, casser les codes, je suis un homme libre et je dis ce que je pense. Et ce que je dis, beaucoup
en privé, vous en êtes sans doute le témoin, Anof, comme on dit, le répète. Nicolas Sarkozy, il a soulevé une immense espérance en 2007, parce qu'il avait été un brillant ministre de l'Intérieur. J'ai été élu député quelques semaines après son élection en 2007. Il y avait une immense espérance. Il fait 32% au premier tour de l'élection présidentielle. Il y a une immense participation. Il est élu au second tour face à Ségolène Royal, alors que ça devait être le tour de la gauche, après 12 années de présidence Chirac. Donc il y a une immense espérance. Et les gens attendent une vraie politique de droite. Moins d'immigration, plus de sécurité. Ce qu'il avait fait à Beauvau. Et là, incontestablement, il y a une déception. Alors il a des circonstances atténuantes. Il y a eu la crise, mais 2012, il perd. Et si on a perdu, il faut se demander pourquoi. Ça veut dire que ce qui a été fait ne répondait pas aux attentes des Français. Il dit toujours, c'est en 2007 que le Front National n'a jamais été aussi bas. C'est vrai, mais il oublie de dire qu'en 2012, il remonte. Il reprend 10 points. Ça veut dire qu'il y a une déception. Et moi, je fais partie de ceux, je lui ai toujours dit, qui considèrent que s'il a perdu, c'est pas parce qu'il a été trop à droite, c'est parce qu'il n'a pas été assez à droite. C'est parce qu'il n'a pas mis en application le discours de Grenoble, qui était remarquable, qu'il n'a sans doute pas suffisamment suivi Patrick Buisson. C'est une thèse qui, voilà. Alors, il y en a qui disent qu'au contraire, il a trop suivi. Oui, il a trop suivi. Voilà, il y en a qui disent. Moi, je considère le contraire. Aujourd'hui, je le dis, et quelque part, si là, à l'époque, le Front National est remonté, eh bien, c'est parce qu'il a déçu l'électorat de droite. Et aujourd'hui, vous savez, je vois dans la rue des gens qui me disent bravo pour ce que vous avez fait, vous êtes courageux. Aujourd'hui, je vote RN, mais j'étais RPR, j'étais UMP, j'ai été déçu par Nicolas Sarkozy. Alors, je ne vais pas dire ce qu'il n'a pas passé, parce que j'ai eu une lettre de cette entreprise, vous savez, les G qui nettoient, bon, je crois que ça s'appelle le Karcher, qui a été passé ou pas. L'entreprise susnommée m'a écrit en disant attention, ne pas citer la marque. Bon, j'en ai beaucoup rigolé, parce que j'en suis un utilisateur, donc je leur ai écrit en disant que je ne voulais pas porter atteinte à cette marque dont je dis l'efficacité. C'est fou, ouais. Mais j'ai beaucoup ri en lisant cette lettre. Mais néanmoins, voilà, il y a eu une déception. Et puis ensuite, j'ai été le témoin, la guerre Fillon-Copé, la montée des uns et des autres, où systématiquement, chaque fois, dès qu'il y avait une tête qui sortait du panier, il s'évertuait à ce qu'elle redescende. Peut-être parce qu'il voulait revenir. Et ensuite, ce qui m'a le plus choqué, c'est la permanence de sa volonté à ce qu'on s'allie avec Macron. Voilà. Et ça, c'est une différence de fond, fondamentale. C'est pour ça que je dis, il a empêché la droite de se renouveler, il a perdu. Et quand il a perdu, il a fait un discours magnifique le soir de la défaite, en disant qu'il se retirait. Je pense qu'il aurait dû respecter cette parole, laisser la droite se reconstruire sur des bases plus claires, la droite qui soit de droite. Et là, moi, je suis fatigué de ces alliances avec Macron. Il m'a beaucoup attaqué par rapport à mon alliance avec le Rassemblement national, dans des termes très, très violents aussi. Il vous a parlé, il vous a traité de violent. supplétif. Absolument. Mais je pourrais lui renvoyer le compliment par rapport à Emmanuel Macron. Pourquoi fait-il ça? Voilà. Ça nous empêchait. Ça a permis quand même d'avoir un Premier ministre. Exactement, oui. Heureusement. On verra pourquoi faire. Oui, mais quand même, on a évité le pire quand même pour Valérie Benaïm. Oui, enfin, moi, je ne sais pas si c'est le pire, mais en tout cas, c'est ce qui permet à 47 députés d'être représentés et qu'ils étaient les perdants et ils deviennent les gagnants. Vous savez, la vie politique, elle est cohérente. On ne peut pas être les gagnants alors qu'on a été les perdants d'une élection. C'est-à-dire que vous ne donnez aucun crédit au gouvernement qui arrive? Il n'y a qu'une vérité, c'est celle des urnes. Et il y a 11 millions de Français qui ont voté dans un sens, qui aujourd'hui sont considérés comme des parias de la République. Et cette vague, elle continue à monter, elle va monter encore, j'en suis persuadé. Non, mais c'est vrai que, bon, en tout cas, politiquement, il a fait un coup énorme. Les LR, ils étaient à la ramasse totale. 47 députés, ils se retrouvent à dire on veut un tiers du gouvernement. C'est quand même un coup énorme. C'est le braco du siècle, pour reprendre l'expression de Valérie il y a quelques jours. Mais j'ai une question à vous poser sur Laurent. Comment tout ça se termine. J'ai une question à vous poser sur Laurent Wauquiez. Parce que vous avez pris les clés du camion LR à un moment donné, avec un deal avec Laurent Wauquiez pour le préparer à la prochaine élection présidentielle. Ça a été votre accord politique et humain, très certainement. Aujourd'hui, les semaines que vous venez de vivre, est-ce que vous vous dites, le concernant, je me suis trompé politiquement et humainement, car il est celui qui, à la tête du groupe LR aujourd'hui, est en train de dealer, pour le coup, avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire une stratégie à l'inverse.
J'ai eu l'occasion de lui dire, mais ça fait longtemps que je pense qu'il a sans doute raté des occasions. Laurent Wauquiez est quelqu'un de très talentueux, qui a un parcours brillant, qui a été un élu local, notamment à la tête d'Auvergne-Rhône-Alpes, très, très, très brillant. Il a du talent. Après, je pense qu'il a manqué beaucoup de rendez-vous, parce que la vie politique, c'est aussi prendre des risques, c'est aussi avoir du courage. J'ai eu l'occasion de lui dire... Pour le coup, aujourd'hui, il prend son risque. Il n'a pas été candidat à la primaire, et il n'a pas... Bon, nous verrons bien. Moi, je lui souhaite le meilleur, mais je lui ai fait part de mon scepticisme sur sa stratégie. Ouais, pourquoi vous gueulez d'Artigol? C'est le sud-ouest, on est un peu plus haut que la moyenne. Lui, partout où il arrive, deux baguettes. C'est un fou ce mec. Calmos, il a la feu sacré. On a Evan en ligne. Bonjour, merci d'être avec nous, Evan. Bonjour Cyril, bonjour. Bonjour Evan, Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, Evan. On est ensemble jusqu'à 18h. Je vous rappelle qu'en fin de soirée, c'était Stragoffer qui sera avec vous jusqu'au bout de la nuit. Evan, vous faites quoi dans la vie? Entrepreneur. De quoi? Je monte un projet, mais je préfère pas trop en dire. Hein. D'accord, c'est un petit peu comme Valérie Bénet, il me demande beaucoup de choses, mais on n'en voit pas beaucoup de résultats. Evan, vous habitez où? Angers. Angers, je connais très bien. Angers. Belle ville. Vous savez que elle a été classée, je crois, une des villes où il fait le plus bon vivre en France. Tout à fait. Je me trompe pas, Evan. Premier, tout le temps, tous les ans. Premier tout le temps. Je viendrai vous voir si je suis dans le quartier. Ça marche. Je vais peut-être acheter des fougasses ce week-end. Je passerai par Angers. Des fouets. Evan, voulez poser une question à Éric Ciotti, qui est notre invité sur Europe 1 en direct. Oui, monsieur Ciotti. Donc, monsieur Thierry Breton vient de poser sa démission en tant que commissaire européen. Donc, quel regard portez-vous sur ce fait-là? Et plus largement, quel regard aussi portez-vous sur la politique de madame Ursula von der Leyen à la Commission européenne? Moi, je suis assez stupéfait de ce qui s'est passé. Que madame von der Leyen ait limogé d'elle-même, parce que c'est ça la réalité, un commissaire européen français, quelque part avec la complicité de M. Macron, qui a sans doute vu l'opportunité de placer un copain, M. Séjourné. Thierry Breton n'a pas démérité, je crois qu'il a bien servi la Commission européenne, les intérêts de l'Europe, notamment par rapport aux GAFAM. Il a été remercié comme un malpropre. C'est soit le signe d'une duplicité du président de la République, soit le signe d'une insigne faiblesse de notre pays. C'est sans doute un peu des deux. La France est affaiblie en Europe, notre voix compte point, et Madame von der Leyen fait ce qu'elle veut. Bon, j'ai une piètre opinion de Madame von der Leyen. On avait d'ailleurs dit avec François-Xavier Bellamy, et il a fait, que nos députés qui ont été élus avec LR aux élections européennes ne voteraient pas pour l'investiture de Madame von der Leyen. Ils l'ont fait, je les en remercie. Maintenant, je me pose aussi une question, qu'a fait M. Barnier dans cette affaire? Est-ce que M. Macron l'a informé? À tout le moins, ça devait être une nomination partagée. Est-ce qu'il a approuvé? S'il a approuvé, c'est une faute. Et s'il n'a pas approuvé, c'est une humiliation. Merci Éric Ciotti. Merci Evan d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Cyril. Très bonne question, Merci. je vous embrasse et on vous attend sur Europe 1. Fabien Lecœur, vous avez une question pour Éric Ciotti? Éric Ciotti, dans 11 jours, c'est votre anniversaire. Oui. Vous aviez donc un cadeau, là, 9 ans. Non, pas encore. Jamais en avance. J'espère qu'il y a un petit cadeau quand même. Non, vous aviez 9 ans au moment de l'arrivée de Casimir. Vous aviez 9 ans à ce moment-là dans l'île aux enfants. Vous aviez 15 ans au moment de la sortie de La Boum. Je crois que c'est le film de votre génération, évidemment. Mais alors, quelle est votre chanson? Est-ce que vous avez une chanson préférée dans tout ce répertoire? Un film? Pourquoi quel est le premier disque que vous avez acheté, le 45 tours? C'était le vinyle encore à l'époque. Ouais, alors je me rappelle du tourne-disque, il était orange dans ma chambre, et je pense, souvenir, je ne sais pas si je l'ai acheté ou si on me l'a offert pour mon anniversaire, mais c'était un disque de Claude François, c'était le lundi au soleil. Non, d'accord. 1972. Lui, lundi prochain sera le lundi au chômage. Merci Fabien Lecœur. C'est intéressant. Le lundi au chômage, c'est une chose qu'on aura toujours. Merci. Éric Ciotti, dernière petite question, il nous reste 50 secondes. Est-ce que vous êtes heureux avec Jordan Bardella et Marine Le Pen? Oui. Nous avons une relation de sincérité. C'est
tous les deux, c'est des personnalités qui gagnent à être connues et très loin de la caricature et des portraits au vitriol qui en sont faits par la presse mainstream. C'est qui la personnalité politique qui vous a le plus déçu ? Il y en a beaucoup, donc je ne ferai pas de hiérarchie. Il y en a beaucoup. Je préfère dire ceux que j'admire, ceux qui ont servi la France. Qu'est-ce que vous admirez le plus en ce moment ? Il nous reste 20 secondes. Ma référence dans l'histoire, mais c'est peut-être une banalité, mais ça reste le général de Gaulle. Oui, comme beaucoup de monde. Merci Éric Ciotti d'avoir été avec nous sur Europe 1.